Jean-Jacques Bourdin. Professeur Bibaud, bonjour. Bonjour. Jean-Emmanuel Bibaud est avec nous. Vous avez écrit et vous publiez 2041, l'Odyssée de la médecine, comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine. Elle va modifier profondément les soins et c'est tout ce que vous racontez dans votre livre. Je vous lis, nous sommes en passe d'inventer les machines qui nous soigneront mieux que nous sommes capables de nous soigner nous-mêmes. L'intelligence artificielle se dressera bientôt contre la maladie avec une implacable efficacité. Alors, j'ai envie tout de suite de vous poser une question, évidemment. Pourquoi 2041 ? Il y a deux réponses à ça. C'est que le premier élément, c'était que c'était un petit hommage à 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est mon film préféré, de mon réalisateur préféré, Stanley Kubrick. Et la deuxième chose, c'était en fait, je trouvais que c'était une temporalité intéressante parce que c'est ni trop loin, ni trop proche. On peut prendre l'exemple du smartphone qui en gros a commencé à être annoncé en 2007. Donc on est en 2023 et ça a complètement changé le monde. Là on est en train de vivre entre guillemets les changements qu'ont fait le smartphone sur le monde. On va les vivre grâce à l'IA. Et donc en 2041, je pense qu'on en sera à peu près là où on en est actuellement par rapport au smartphone. Alors l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Jean-Emmanuel Bibaud, vous avez 40 ans, vous êtes professeur en oncologie, radiothérapie à l'université de Paris-Cité, praticien à l'hôpital européen Georges Pompidou, et vous conduisez des travaux de recherche à l'INSERM dans le domaine justement de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Alors, l'intelligence artificielle va modifier profondément les soins. Ça veut dire que les machines vont nous soigner ? Non. Alors, en réalité, est-ce qu'elles vont ? Non, elles vont pas nous soigner. En réalité, elles vont pas vous remplacer. Soignent. Alors, les machines qui soignent, ça ne veut pas forcément dire qu'elles remplacent les médecins, parce qu'en réalité, les machines nous soignent déjà. Oui. Surtout par exemple en radiothérapie, on a déjà des machines qui vont envoyer des traitements sur le cancer pour le viser, et il y a même certains robots qui le font de façon autonome. Donc c'est déjà une réalité. Mais ce qu'on va voir, c'est une sorte de généralisation de ce genre de processus-là. On n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est à la limite de la recherche clinique et de l'évaluation, mais sans doute que dans les 10-15 ans à venir, même si c'est toujours très difficile de prédire l'avenir, sauf si on le fait soi-même, probablement que ces machines-là vont intervenir de plus en plus dans de nombreux domaines. Alors, professeur, vous évoquez dans votre livre le silence des organes. Et ça, j'adore. Parce que c'est vrai que les organes sont silencieux. Jusqu'au jour où il y a une petite douleur, ou une grossesse, ou une fatigue. Et là, il se passe quelque chose. Mais il se passe quelque chose, c'est déjà presque un aboutissement, malheureusement. Alors, à quel moment, tout commence par un symptôme, quand est-ce que l'intelligence artificielle peut intervenir plus rapidement ? Avant ? Alors, vraiment ? Là, c'est un domaine d'application de l'IA qui est très important, c'est tout ce qui est dépistage et donc prévention, médecine préventive. On a déjà des modèles dont je parle dans le livre qui permettent par exemple de prédire parfois jusqu'à 10 ans, voire 15 ans à l'avance, l'apparition d'une maladie. Alors ça peut être un cancer du poumon par exemple. Là, mais comment tout simplement à partir de vos caractéristiques actuelles. On sait que certains déterminants de facteurs de risque de cancer sont tellement forts que si vous les réunissez tous ou certains d'entre eux, vous avez un fort risque de cancer. Donc ça, on peut le faire avec des méthodes statistiques. D'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'une IA très poussée pour le faire. Et ce qui va se développer de plus en plus dans les années qui viennent, c'est au-delà de ces caractéristiques que tout le monde peut voir, ça va être l'analyse des scanners. Et par exemple, déceler des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'une machine peut voir en analysant les niveaux de gris, par exemple, et pourrait donc prédire l'apparition de maladies. C'est-à-dire qu'un scanner, je passe un scanner, vous regardez, vous médecin, un médecin regarde le résultat du scanner, ne trouve rien, vous dit, je n'ai rien trouvé, tout va bien. Mais l'intelligence artificielle, elle, peut trouver ce que le médecin n'a pas trouvé. Il y a déjà des travaux, notamment qui ont été publiés aux États-Unis, sur le cancer du poumon, qui ont réutilisé des scanners de thorax pour essayer de prédire le risque de cancer à 1 an, à 2 ans, et qui marchent assez bien déjà. Alors probablement que pour un humain, un médecin humain, un radiologue expérimenté, un médecin expérimenté, est capable déjà de déceler certains signes, une maladie pulmonaire type bronchite chronique, ce genre de choses-là, qui sont parfois des signes précurseurs, entre guillemets, ou alors liés épidémiologiquement. Et donc, l'humain peut le faire, mais sans doute que l'IA va le faire mieux, avec plus d'avance, peut-être, un jour.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire disparition des radiologues, ça? Non, alors ça c'est une prédiction qui avait été faite par un très très grand chercheur dans Deep Learning qui est très connu, Geoff Hinton, qui est canadien. Et puis il est un peu revenu sur ce qu'il avait dit. Il a dit si finalement il va falloir continuer à former des radiologues. Évidemment qu'il faut continuer à former des radiologues. L'IA ne va pas remplacer les radiologues, mais elle va être un précieux atout. Et on dit très souvent cette phrase-là, mais elle est très vraie. Les radiologues qui utilisent l'IA vont être meilleurs que les radiologues qui n'utilisent pas l'IA. C'est plus dans ce sens-là qu'on peut parler. Oui. Oui, le médecin sera toujours utile, mais certains médecins... D'ailleurs, le premier qui pourrait être accompagné de l'intelligence artificielle, c'est le médecin généraliste. Oui, alors paradoxalement, moi je pense que le médecin généraliste, ça sera sans doute la spécialité la plus difficile. Pour l'IA, parce que c'est extrêmement complet, extrêmement général, comme son nom l'indique, et c'est sans doute les domaines où l'IA n'est pas forcément la meilleure. Et des IA sont bonnes sur des domaines très spécifiques, très précis, donc de l'analyse de scanner, de l'analyse de biopsie tumorale, de l'analyse de prise de sang, etc. Mais dès que vous allez avoir un spectre très très large à prendre en compte, l'IA sans doute va être un peu plus compliquée. Parce que dites-moi, il y a un risque aussi, c'est que l'IA détecte 15 maladies. Potentiel. Exactement. Ça, c'est une voie de recherche importante. C'est tout ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter ce qu'on appelle le surdiagnostic, c'est-à-dire diagnostiquer des maladies qui, en fait, resteront toujours infracliniques, c'est-à-dire qui ne feront jamais de symptômes. Et on sait, il y a pas mal d'études qui montrent que l'IA, pour le moment, a plutôt tendance à augmenter le surdiagnostic, ce qui est un problème. Se traiter des maladies pour rien, c'est un vrai problème, parce que ça fait des séquelles, ça fait des effets secondaires pour rien. Et donc, il faut essayer de trouver la bonne balance entre le surdiagnostic et vraiment le diagnostic qui est utile en médecine. Alors, aujourd'hui, où et comment utilise-t-on l'intelligence artificielle le plus couramment en médecine? Alors, c'est vrai que c'est pas toujours connu, mais en fait, on se sert déjà de pas mal d'IA dans les hôpitaux, dans les cliniques. Une des disciplines, c'est la radiothérapie, je vous l'ai dit, notamment pour automatiser la préparation des traitements, ce qu'on appelle le contourage, c'est-à-dire viser le cancer, concrètement. Ça peut déjà être fait par des machines en 2 à 3 minutes. Alors, c'est toujours vérifié par un médecin. Est-ce que l'IA va permettre d'individualiser encore plus les traitements? Absolument. Non seulement elle va permettre de les individualiser, par exemple de mieux les viser, mais surtout elle va aussi permettre d'homogénéiser la qualité des traitements. C'est-à-dire que vous soyez à New York, à Paris ou à Toulouse, d'un simple clic, vous pouvez utiliser le même modèle, c'est-à-dire le même niveau de qualité de visée. Ce que vous ne pouviez pas faire avant. Il faut savoir que un contourage, donc le fait de viser la tumeur, il ne va pas être fait de la même façon par un médecin X ou Y. Donc il y a une sorte d'hétérogénéité de qualité, et cette hétérogénéité, on va pouvoir la gommer d'un simple clic, en déployant certains modèles. Alors, donc l'intelligence artificielle est utilisée, elle se développe. Est-ce qu'il y a des garde-fous? Alors il y a quand même beaucoup de garde-fous. Il y a beaucoup de garde-fous parce qu'on dit toujours, on met toujours en cause l'intelligence artificielle. Hein. Alors, on ne voit que les côtés négatifs. C'est vrai. Alors, en fait, il y a beaucoup de côtés positifs. En Europe et en France, on est sans doute parmi les nations les plus protégées vis-à-vis des éventuelles dérives. Il ne faut pas non plus être candide. Effectivement, il y a des risques. Il y a des risques liés à l'exploitation des données dont on a besoin pour l'IA. Il y a des risques liés, par exemple, à la responsabilité quand on utilise une IA. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur qui est faite quand on a utilisé de l'IA? Il y a beaucoup de questions qui se posent. L'IA se trompe? Ou l'interprétation des conclusions de l'IA? Absolument, les deux. L'IA peut se tromper elle-même, et ensuite l'utilisation que l'humain fait de l'IA peut être aussi faussée. Ça a aussi été étudié. Il n'y a pas d'infaillibilité. Non, même quand on se sert de la machine. Exactement. Dans la vie, il n'y a pas d'infaillibilité. La machine ne remplacera jamais l'homme. Je pense pas. Je pense que l'IA va vraiment être un outil. Le débat philosophique, c'est des années qu'on l'a, mais jamais. Je pense pas, Je pense qu'elle va être un outil très très puissant, comme on avait le stéthoscope, on l'a encore, comme le scanner, l'IRM, tout ce que vous voulez. Il va falloir que les médecins se familiarisent avec ces outils-là, gardent quand même, et qu'on les forme à ça aussi, qu'ils gardent un esprit critique vis-à-vis de ces outils-là, parce qu'il faut savoir aussi discerner quand la réponse donnée par la machine est potentiellement bonne ou mauvaise. Et donc il y a toute une formation, et il y a toute une réflexion à avoir sur comment on change l'étude. Les médecins sont formés, non, pas. Actuellement, les études médicales ne tiennent pas très très bien compte de l'émergence de ces techniques-là. Je pense qu'il va y avoir un petit retard, parce que là, on y est maintenant. Ça va augmenter encore plus, mais les médecins qu'on commence à former là, ils sortent dans 10 ans, dans le meilleur des cas. Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse à comment les former pour qu'ils sachent se servir de ces outils-là. Quels sont vos sujets de recherche à l'INSERM, justement, sur l'intelligence artificielle? On fait surtout de la modélisation, c'est-à-dire de la prédiction.
Oui. Là, on vient de terminer justement un modèle qui permet de prédire le risque de cancer du poumon chez les personnes qui fument. Un modèle. Voilà. Et, un modèle, concrètement, le patient vient vous voir. Alors pour l'instant, c'est la recherche, donc il n'y a pas la recherche. C'est pas des patients. Mais qu'est-ce qui pourra se passer dans, ce qui peut se passer, c'est typiquement sur ce qu'on vient de terminer. On a un algorithme, donc on répond à une dizaine de questions. Le patient répond à une dizaine de questions. Le patient vient vous voir, répond à une dizaine de questions. Et l'algorithme vous dit, vous avez un risque de tant de % de développer une maladie, c'est le cancer du poumon, d'ici 4 ans ou 5 ans. Et les raisons pour lesquelles vous avez ce risque-là sont les suivantes. Le temps est fixé. Le temps est fixé parce que ce temps, en fait, dépend des données qu'on a utilisées pour entraîner l'IA, entre guillemets. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que non seulement l'IA vous donne cette prédiction, mais elle vous donne aussi la raison pour laquelle elle pense qu'il y a ce risque-là. Parce que comme ça, on peut peut-être agir sur cette raison-là pour essayer de diminuer le risque. Parce qu'il y a une chose qui est très importante en prédiction, c'est que c'est intéressant d'avoir une prédiction, de savoir que vous allez avoir une maladie, mais si vous pouvez rien en faire, c'est-à-dire que si vous pouvez pas l'empêcher, ça ne sert à rien. Et ça va avoir des implications éthiques et sociales très importantes. Donc il faut réfléchir à des prédictions qui sont utiles et qui sont actionnables, c'est-à-dire des choses que l'on peut utiliser pour améliorer la santé des gens. Cela dit, un médecin, en posant des questions à un patient, lui aussi peut prédire s'il y a risque ou pas risque de cancer ou autre maladie. Bien sûr, mais on sait avec des recherches notamment en neurobiologie qu'au-delà de 5 facteurs, le cerveau humain est plus très bon pour discerner ce qui est important ou pas et pour faire des prédictions. Et l'IA, elle n'a pas ce problème-là, on pourrait en prendre des milliers des facteurs, elle vous fera toujours une prédiction très précise. Alors c'est vrai sur le cancer, c'est vrai sur d'autres maladies aussi. Alors oui, il y a beaucoup d'applications, notamment en radiologie, on en a parlé, aussi en dermatologie. L'analyse par deep learning, donc apprentissage profond de lésions cutanées. Avec des mélanomes par exemple. Une détection de mélanome quasi instantanée avec de très bonnes performances sur smartphone. C'est-à-dire qu'un appareil... Un appareil lié à de l'intelligence artificielle, relié à de l'intelligence artificielle, peut déterminer tout de suite si c'est cancéreux ou pas. Oui, alors il y a eu c'est une étude vraiment emblématique qui a été publiée en 2016 par Stanford, qui a montré exactement ça sur un smartphone. Prenez une photo, instantanément, ça vous dit ce que ça peut être. Mais, il y a un mais, c'est qu'on a découvert quelques mois plus tard que les données qui avaient été utilisées pour entraîner l'IA ne contenaient pas de peau noire, et que donc l'IA ne fonctionnait pas bien sur des peaux noires. Donc il y avait un biais inhérent aux données qui étaient transférées dans l'IA. Mais aujourd'hui, si je prends la photo de j'ai quelque chose de suspect sur ma peau, on a les techniques pour savoir. On a les techniques pour savoir instantanément si c'est avec une assez bonne confidence. Oui. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ce sera vrai pour quoi? Je sais pas, pour d'autres organes. Bien sûr, fond d'œil, rétinopathie diabétique. Analyse du fond d'œil en ophtalmologie, donc pour les patients diabétiques, donc détecter une complication du diabète. Donc, c'est-à-dire la rétinopathie qui peut potentiellement rendre aveugle, on peut le détecter. Et donc là, certains essais sont déjà en cours en Inde pour automatiquement détecter ce genre de maladie-là avec un fond d'œil entièrement automatisé. C'est extraordinaire parce que ça permettra aussi de faire des économies à la collectivité, évidemment. Alors, la médecine prédictive, la prévision en médecine, où la France a beaucoup de retard. Professeur, vous êtes d'accord avec moi? C'est formidable. Alors potentiellement, c'est évident que ça coûte beaucoup moins cher de potentiellement prédire ou dépister une maladie et de la traiter avant même qu'elle n'arrive, plutôt que de traiter une fois que les choses sont déjà très avancées. Merci, professeur Bibeau. 2041, l'Odyssée de la médecine aux éditions des Équateurs. Je vous invite à lire parce que c'est absolument passionnant. Merci beaucoup. Il est 12h26, vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner le matin. André Bercon.